screen. Wow. I know, right? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des pires effets sur fond vert ou bleu du cinéma. So this is where you hang out. Dans cette liste on va s'intéresser aux plans créés en post-prod qui devaient être impressionnants mais qui sont au mieux gênants. On a créé cette liste en retenant de mauvaises incrustations, des visuels cartoonesques et le rire ou le rire jaune qui peut être la conséquence de ces effets de mauvaise qualité. Bien que les films que je vais mentionner ne soient pas tous affreux, nous n'avons pas inclus le monde à petit budget des films indés ou des films de série B, peu importe si leur contribution au sujet est flagrante. The government will probably give me an award for this. For creating an army of superhuman soldiers. A noter aussi que les films sortis avant les années 90 ne seront pas considérés. Quel horrible effet sur fond vert ou bleu vous a abasourdi, voire vous a fait éclater de rire? Dites-le moi en commentaire. Numéro 20, la ruée de dinosaures, King Kong. Ne vous méprenez pas, c'est quand même une scène très cool. Alors que l'équipe prend ses jambes à son cou pour survivre à la horde de brontosaures et de vénatosaures qui déboulent dans leur direction, les spectateurs retiennent leur souffle. À tout moment, un membre de l'équipe pourrait disparaître comme ça, en un clin d'œil, mais ils s'en sortent toujours de justesse. Enfin, pas tous. Malheureusement, il y a certains moments dans la scène où l'utilisation d'un fond vert est juste trop évidente, ce qui enlève beaucoup de réalisme à la poursuite. Néanmoins, impossible de ne pas se marrer en voyant les expressions de Jack Black qui sprint pour échapper à une mort certaine tout en se trimballant son trépied. Numéro 19, le déploiement des ailes, Jupiter, le destin de l'univers. Malgré la mauvaise réputation de ce film, on ne peut nier qu'esthétiquement, il se débrouille plus que bien. Quoi qu'il en soit, tandis que certains aspects du film, dont le fait qu'il se repose beaucoup trop sur les images de synthèse et sur les fonds verts, ont été notés par les critiques, il y a une scène en particulier qui attire notre attention. Durant la scène finale, quand Jupiter et Kane sont sur un rooftop, Kane se lève pour montrer ses ailes. That ain't bad either. Certes, ça a permis de révéler toute la grandeur du personnage, ou en tout cas, c'était sans doute le but. À la place, on va dire qu'on ressent un peu de gêne, puisqu'il est évident que l'acteur Channing Tatum est superposé à un fond. Bref, au moins, son perso a pécho à la fin. Numéro 18, le champ de maïs, Justice League. Are you okay? You brought us here, but you've hardly spent a minute in the house. Dans un film de Zack Snyder, vous auriez bien du mal à trouver beaucoup de scènes qui contiennent une quelconque profondeur émotionnelle. Le problème, c'est que dès qu'on tombe sur une scène de ce type, c'est difficile de la prendre au sérieux. You're letting him kill Martha. What does that mean? Why did you say that name? Pour preuve, la scène dans Justice League quand Lois et Clark sont réunis et qu'ils échangent dans un champ de maïs. Bien que la tension soit palpable, les spectateurs ne peuvent pas se concentrer à 100% puisque la scène a clairement lieu dans un champ de maïs qui n'en est pas un du tout. Le ciel, la démarcation évidente des acteurs Amy Adams et Henry Cavill, et même le chant en soi, tout ça montre à quel point la scène a l'air montée de toutes pièces. Numéro 17, poursuivi par des serpents, Gods of Egypt. Bon, sans être méchant, on pourrait faire une vidéo entière sur pourquoi ce film est un désastre total. Mais voilà, cette liste a un sujet en particulier et on va s'y tenir. Alors qu'ils traversent l'Égypte, Bek et Horus sont accueillis par des serpents d'un gabarit peu conventionnel. Et au moment où on nous montre leur réaction, on voit douloureusement que ce qui est derrière n'est pas réel. Non, mais oui, d'accord, bien sûr que c'est pas réel, mais ce que je veux dire c'est que ça se voit de fou quoi. Those aren't pets. A cat is a pet. I can't withstand their venom. Not as I am now. Then I guess we should run. Comme si l'horrible fond vert pendant la poursuite n'était pas suffisant, voir Horus, plus grand que la normale parce que c'est un dieu, ramasser Bek en courant, ça rend tout ce sketch encore plus risible. Run faster. I can't. Run faster. I can't. Numéro 16, l'attaque de la vague, Avatar, le dernier maître de l'air. En tant que maître des 4 éléments, le jeune Aang cherche à vaincre la diabolique nation du feu et à ramener la paix dans le monde. Alors quand il fait face à toute une armada de navires de la nation du feu, il invoque une énorme vague pour les repousser.
C'est pas faux, la vague est plutôt majestueuse. Le problème, c'est que les soldats à bord des bateaux réagissent de manière décalée. Le pire d'entre eux, c'est un type qui cherche à toucher la vague, alors qu'il est établi qu'il y a une énorme distance entre la vague et eux. Le problème de clarté dans la distance entre les éléments fait beaucoup de mal à la scène, et vu le nombre de ratés tout au long du dernier mètre de l'air, c'est une façon peu glorieuse d'y mettre un terme. You stand alone. And that has always been your great mistake. Numéro 15, la bagarre en montagne, Speed Racer. Speed Racer, ses amis et sa famille se retrouvent face à une bande de malfrats. Et ils y vont pas de main morte, mais le rythme accéléré de la bagarre générale ne fait que mettre en lumière l'arrière-plan recomposé, et le résultat, ce sont des mouvements de caméra qui transforment les montagnes en photos mal superposées. Le manque de focus naturel et d'interaction entre les acteurs et leur environnement ne fait qu'empirer l'incrustation sans éclat des effets. Jusqu'à cette scène, ce film est une comédie qui se laisse vachement bien regarder, mais le déroulé totalement loufoque de cet affrontement le fait passer d'un hommage sympa à un moment de douleur pour les yeux. Looks like another change of plan. Numéro 14, le saut en voiture, 60 secondes chrono. Quand l'ancien détenu Memphis arrive sur un pont engorgé à bord de sa Shelby volée, il n'a pas d'autre choix que de se servir d'un camion comme d'un tremplin pour échapper à la police. Malgré tous les plans réalistes et crédibles du film, la voiture en CGI utilisée pour tous les passages aériens n'est jamais vraiment au niveau en termes de réalisme. L'atterrissage tout doux de la Shelby sur une ambulance et les zooms très chelous sur Nicolas Cage mettent en lumière les utilisations étranges d'effets spéciaux dans ce film. Et même si a priori ils ont fait le choix de la sécurité pour cette cascade, l'allure horrible de la Shelby enlève toute l'intensité que pouvait avoir cette scène. Et puis, merde, 60 secondes chrono méritait bien mieux vu toutes ces autres super scènes d'action, tout simplement. Numéro 13, du surf, Los Angeles 2013. Alors que des tsunamis se mettent à déferler sur Los Angeles, l'anti-héros Snake Plissken apprend très vite à surfer. Let the front edge pick you up. Don't get on your board till you ride to the top. Don't blow it. If you fall off the board, it's the big white out. Got it? Sauf qu'on a du mal à croire qu'il encourt un quelconque danger, puisque l'eau éclabousse de manière peu naturelle les surfeurs et la falaise à côté. L'éclairage aussi a bien du mal à s'ajuster à ce qui se passe, ce qui fait que les vagues ont une qualité d'image de found footage. Certains gros plans convaincants, et qui n'ont pas recours aux images de synthèse, ne font que discréditer encore plus la folie des plans larges. Rajoutez à tout ça le manque flagrant d'intérêt de Snake pour son équilibre, et le tsunami n'est plus qu'un ajout risible, et pas du tout l'élément épique qu'il était censé être. Numéro 12, les costumes et l'espace, Green Lantern. My face is just getting warmed up. Tandis que certaines scènes d'action ont un rendu vraiment cool, ou du moins sont assez appropriées en matière d'exagération pour un film de super-héros, le mélange de costumes numériques et de décors cosmiques dans Green Lantern donne une allure maladroite au film dans son ensemble. Alors qu'Hal apprend à utiliser ses pouvoirs, on a souvent l'impression que la tête de Ryan Reynolds est genre collée à la scène. Mais le pire, c'est quand Jordan affronte Parallax. Pendant la baston, les paramètres naturels soulignent les imperfections des effets de fond vert du film. Si le costume d'Hal change de nuance à chaque fois qu'il discute avec d'autres personnages, le film Green Lantern est sûrement l'une des nuits les plus sombres du héros. Wow. I know, right? Numéro 11, les scènes d'action, X-Men Origins, Wolverine. Dans cette scène issue du préquel solo de ce héros de Marvel, on retrouve Wolverine face à des sbires dans un hélico, mais pas de panique, puisqu'il est a priori invincible malgré leur puissance de feu. Quand l'hélico tire des missiles sur lui, Hugh Jackman n'a même pas l'air d'être dans le rayon de l'explosion qui suit à cause d'une incrustation dégueulasse. Le plus gros de cette bataille de l'hélico devient comique puisque les véhicules et les acteurs ont l'air d'avoir été collés sur la scène. Même le combat de Wolverine contre Deadpool, plus tard dans le film, on dirait qu'il n'y a absolument aucun plateau qui a été utilisé pour le tournage. Avec tous ces effets spéciaux fadas, c'est d'autant plus attristant de voir ce héros être traité de la sorte.
It was never real, my friend. It was real for me. Numéro 10, la poursuite, Alien 3. Piégée sur une planète prison avec un autre xénomorphe, Ellen Ripley travaille de concert avec les prisonniers pour essayer de le capturer. Quand la créature finit par apparaître, c'est à des images déroutantes que le public doit faire face. Mais pas par peur, plutôt par gêne ultime. Parce que, même si le monstre ressemble de près à l'original, il est tellement mal fait et tellement mal incrusté dans la scène que les spectateurs peuvent même voir quelques traces de composition verte dessus. Le xénomorphe a vraiment une sale tronche quand il court aussi, à cause de la réaction des images de synthèse par rapport au béton de la prison qui l'entoure. Au cours d'une poursuite autrement effrayante, ses plans et ses angles tuent absolument toute l'attention qui avait été bâtie jusqu'à ce point. Et en vrai, comment défendre un taf aussi bâclé et dégueulasse quand on le met à côté des premiers costumes de xénomorphes dans les précédents opus et même dans Alien 3 ? Numéro 9, course-poursuite à moto, torquer la route sans flamme. Feds think you did it. Reapers think you did it. Hell, everybody thinks you did it. Quand le motard Carrie Ford se fait piéger pour meurtre, il grimpe sur sa bécane et part en cavale, ce qui mène à une fuite explosive à travers les rues de la ville. Mais pendant la poursuite, c'est franchement évident que Ford est devant un fond vert, vu la façon cartoonesque qui le sépare des voitures autour de lui. Il bouge si vite dans certains plans qu'on dirait des photos de motos incrustées sur des images d'archives de rue. Et parce que les événements qui se déroulent dans la scène ne sont pas synchronisés avec l'arrière-plan, on remarque en quelques secondes comment les acteurs sont pas à leur place. Au final, cette scène de poursuite est vachement en dessous des super cascades que le film propose en ouverture. What is it about driving cars that makes you all such assholes? Numéro 8, l'entraînement Dragon Ball Evolution. The Dragon Balls are within my grasp. And with them, the power to destroy this world. Le sinistre Piccolo utilise ses pouvoirs odieux pour s'emparer du monde. Alors un jeune homme du nom de Goku se met en tête de l'arrêter. Malgré cette aire de recette d'aventure épique, la session d'entraînement en hauteur de Goku est ridicule, au mieux. First one to touch the ground loses. Prepare to eat dirt. Des différences de coloration au gros plan un peu naze, l'arrière-plan dans cette scène autrement porté par ces cascades nous distrait encore plus. Le plus triste dans tout ça, c'est que les décors sont pas vraiment importants pour cette scène, ce qui est déjà moins le cas pour la scène où Goku saute par-dessus de la lave un peu plus tard dans le film. À côté d'autres bastons bien chorégraphiés dans ce film, l'entraînement de funambule qu'on nous montre est plus un retour en arrière qu'une véritable évolution. Goku, you rely too heavily on your external senses. To see, to hear, to touch are all overrated. Numéro 7, siège éjecteur, Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Comment faire pour faire mieux que le Die Hard original qui grouille d'actions explosives? Tandis que l'équipe du film a eu des idées intéressantes, tout n'a pas toujours été très convaincant, surtout maintenant que le film a un peu vieilli. La pire offense, c'est une scène où John McClane doit se sortir d'un avion qui s'apprête à exploser grâce à un siège éjectable. Si la séquence est indéniablement captivante, les effets, eux, ne le sont pas. Willis a été filmé devant un fond bleu, où il a été attaché à une machine qui l'a fait tourner et tourner et tourner, avec un peu de taf de caméra qui essaye d'ajouter du style à l'image. Willis grimace admirablement bien, hein, mais le fait d'avoir superposé cette image sur celle d'un avion qui a explosé ne lui a pas rendu service. Numéro 6, Surf sur Tsunami, meurt un autre jour. Réalisé à une époque où les cinéastes ont commencé à vachement utiliser les images de synthèse, le 20e opus de la franchise James Bond a été victime de la règle « le mieux est l'ennemi du bien ». La scène dont je parle, c'est quand Bond tente d'échapper à une vague géante créée par le satellite Icar en se frayant un chemin en plein glacier en faisant du kitesurf. Normal. Pierce Brosnan étant filmé devant un fond vert et les glaciers et les vagues faites par ordinateur étant ajoutés après coup, il a fallu à peu près une année pour mettre au point ses effets. Sauf qu'au lieu d'être une scène d'action palpitante, la scène du tsunami donne à ce moment autrement génial une espèce de style de cartoon qui ne rend pas service à son but, ce qui veut dire en gros, bah on se marre alors qu'on devrait retenir notre souffle. Numéro 5, course-poursuite en Jeep, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.
Indiana Jones est une franchise d'action de standing supérieure, reconnue pour ses cascades. Mais la réapparition d'un film après 19 longues années n'a pas fait du bien au personnage préféré des fans. Steven Spielberg s'était montré clair avant que la production ne démarre, cette nouvelle entrée allait utiliser le moins possible d'images de synthèse. Indy! Shut up! Indy! Shut up! Indy! You stupid son of a bitch! Bon faut croire que l'aspect pratique et les animaux générés par ordinateur l'ont emporté sur l'intégrité artistique, et au final, il y a des tonnes de CGI et d'effets devant fond vert qui ont l'air faux dans le produit fini. La pire séquence, c'est probablement la poursuite à travers la forêt, dans laquelle il y a donc des arbres et des animaux de synthèse. Un combat d'épée ringardos et un fond vert qui n'est pas au point. On aurait quand même tendance à se dire que des types comme George Lucas et Steven Spielberg, ils maîtrisent ce genre de choses maintenant quoi. Numéro 4, au-dessus du vide, Batman et Robin. Se déroulant dans ce qui est censé être un Gotham City fourré de tubes néons, Batman et Robin s'est énormément reposé sur les effets visuels numériques, 450 fois pour être exact, à peu près 150 fois de plus que Batman Forever. Le réalisateur Joel Schumacher rappelait à ses acteurs avant chaque séquence qu'il tournait, je cite, un dessin animé, et ça a plus ou moins posé le ton pour une poursuite à moto et son apogée très saturé où Dick Grayson sauve Barbara Gordon d'une mort certaine dans les hauteurs de la ville. So this is where you hang out. Bien que ça ne soit pas l'effet le plus risible du film, le fond incrusté n'a pas l'air d'être synchronisé avec Alicia Silverstone, qui pend dangereusement à des dizaines de mètres du sol. Pas étonnant que ce film ait tué la franchise Batman. Numéro 3, à peu près tout, Captain Sky et le monde de demain. Beaucoup de temps et d'efforts ont été dépensés pour perfectionner le style visuel de cette vision de l'année 1939, et on ne peut qu'applaudir la décision osée de faire quelque chose d'aussi différent. Tourné presque intégralement devant un fond bleu dans des studios insonorisés en à peine un mois, Captain Sky est une expérience intéressante. Malheureusement, dans ce cas, une expérience ratée. Avec si peu de plateaux ou d'accessoires physiques, les acteurs sont plus ou moins les seuls éléments qu'un ordinateur n'a pas créés. En chiffres, ça donne approximativement 2000 plans en images de synthèse, et la cerise sur le gâteau, c'est que l'équipe a dû finir par écrire des lignes de code pour s'en sortir. Impressionnant ? Absolument, mais on se doit d'être aussi objectif sur le résultat qu'avec les autres films, et il ne passe pas le test. Dommage, hein ? What ? Numéro 2, un jeu d'enfant, la franchise Spy Kids. Robert Rodriguez est le réalisateur visionnaire derrière des films comme Sin City ou Desperado. Alors c'est tout de même assez étrange qu'entre le tournage imaginatif de ces deux films, il se soit mis en tête de démarrer une franchise totalement à l'opposé. Cela étant, les 4 films Spy Kids réunis ont eu un budget de 154 millions de $, ce qui à notre époque n'est qu'une fraction de ce à quoi peut avoir droit un seul film. You like honey roasted ham and potatoes, don't you? That's what flavor this is. Mais selon Rodriguez, je cite, « La créativité et pas l'argent est la solution au problème. » This is cool. Ça a peut-être fait de la franchise une vache à lait, et les mauvais effets visuels sont peut-être invisibles auprès du public ciblé, mais en tant qu'adulte, on ne peut pas s'empêcher de regarder les scènes sur fond vert de cette franchise et de se dire que Spy Kids est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière, qui est plus qu'honorable. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, ce qu'il ne faut pas faire, Ultraviolet. Si Mila Jovovich a signé pour jouer dans ce film, la seule explication plausible, c'est qu'elle n'avait absolument aucune idée de l'horreur qu'allait être le produit fini. I have 700 soldiers here with me. What do you really think you can do against that many men? Moins convaincant qu'une animation que votre cousin aurait fait sur l'ordi familial par accident en moins d'une demi-heure, très peu des effets dans ce film d'action avec un budget modeste n'atteignent un niveau respectable. Il y a par exemple la scène de la bibliothèque qui est désagréable à regarder, mais sans aucun doute, c'est le passage où une moto roule sur le flanc d'un immeuble qui nous donne carrément envie de nous crever les yeux. Vu que le studio derrière le film, Screen Gems, a raccourci le film et supprimé des éléments de l'intrigue, Ultraviolet avait de quoi faire, mais sert surtout d'exemple sur ce qu'il ne faut absolument pas faire. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.